Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Les municipalités en question. À la faveur des prochaines élections municipales au Burkina, ce plateau vous est offert par le Conseil supérieur de la communication en partenariat avec la RTB et le ministère en charge de la décentralisation. Pour ce numéro, il est question de la maîtrise d'ouvrage local, notamment des domaines de compétences des communes et de la planification du développement local. Pour conduire cette émission, j'ai à mes côtés mon confrère Albert Nagrengo. Albert, bonsoir. Bonsoir, Romaine. Alors, nous avons 4 invités sur ce plateau. Et tout à fait. Alors, nous avons Aruna Ouelogo, ancien maire de Tenkodogo. Bonsoir, monsieur Ouelogo. On a également sur ce plateau Jean-Urbain Korsaga, représentant de la Chambre des sociétés privées de maîtrise d'ouvrage déléguées. Bonsoir, monsieur Korsaga. Idrissa Savadogo, directeur général des collectivités territoriales. Bonsoir, monsieur Savadogo. Et enfin, nous avons Ousmane Bouli, représentant du programme national de gestion des terroirs PNGT 2, phase 3. Bonsoir, monsieur Bouli. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, après 10 ans de mise en œuvre de la communalisation intégrale, quel bilan peut-on faire des réalisations d'infrastructures dans les communes burkinabées? Je m'adresse d'abord à monsieur Idrissa Savadogo, directeur général des collectivités territoriales. Merci, madame. Après une mise en œuvre de la décentralisation, comme vous l'avez indiqué, à ce jour, de nombreuses infrastructures peuvent être constatées sur le terrain. Il y a d'abord beaucoup d'infrastructures marchandes avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a également des infrastructures pour permettre aux collectivités territoriales de rendre des services locaux de base, notamment les sièges des mairies, mais également d'autres infrastructures socio-économiques. Donc nous pouvons dire que le processus de décentralisation a contribué à un développement du Burkina Faso, mais également à l'approfondissement de la démocratie. Alors, M. Aruna Ouelogo, est-ce que vous partagez cet avis de M. Savadogo? Disons qu'effectivement, nous partageons l'avis, mais nous disons que ce qui est fait est bien, mais on peut encore mieux faire. Parce que au niveau des collectivités locales, bon, vous n'êtes pas sans ignorer qu'effectivement, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont programmées et qui souvent n'arrivent pas à être réalisées. Parce que les besoins de population sont très immenses. Nous aurons des conseils municipaux qui, le plus souvent, regroupent beaucoup de villages. Et les besoins des villages sont souvent rapportés au niveau du conseil. Et si souvent on fait un bilan, parce que nous sommes quand même obligés de faire un bilan, ne serait-ce qu'un bilan annuel, pour voir qu'est-ce qu'on a pu réaliser au profit des populations. Quand on le fait, bon, le plus souvent, les populations ne sont pas satisfaites. Nous sommes en train de leur expliquer que, bon, il y a aussi les moyens manquent et que chacun doit faire un effort de son côté. Parce que jusqu'à présent, au niveau de nos conseils municipaux, beaucoup n'ont pas compris qu'on ne peut que se développer que par nous-mêmes. C'est bien de compter sur les partenaires techniques et financiers, mais au-delà de tout ça aussi, chaque commune doit faire un effort. Chaque personne qui vit dans une commune doit faire un effort de contribuer un peu au développement de sa commune. Et c'est ce qui nous manque souvent et que nous devons faire vraiment un grand travail de mobilisation. Autant les dirigeants de communes, autant aussi les OSC qui sont dans nos communes nous aider à ce que la population comprenne qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut que nous aussi nous fassions des efforts pour pouvoir quand même évoluer et qu'on sente un développement local assez prononcé. On ne peut pas tout attendre de l'État. On aura l'occasion d'en savoir. Qu'est-ce que vous attendez des citoyens au niveau des collectivités territoriales? Il ne faudrait pas tout attendre de l'État, des partenaires techniques et financiers. On a la chance d'avoir un partenaire technique ce soir ici, le PNGT 2, qui est avec nous, Ousmane Bouli. Alors, comment vous appuyez ces collectivités territoriales-là à satisfaire également les besoins de la population? Ok, merci bien. Vous savez que depuis la décentralisation intégrale, et toutes les communes devraient se doter d'un outil de planification. C'est ce qu'on appelle les plans de développement, soit communal, soit régional. Et contrairement à ce que M. le maire vient de dire présentement, nous avons vu que les communes ont fait beaucoup de choses. Parce qu'il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Nous étions tous à l'école de la décentralisation. Il a fallu d'abord que les conseils municipaux puissent d'abord comprendre leur rôle, les conseillers leur rôle, que l'administration communale puisse bien s'asseoir, etc.,
avant de procéder maintenant à des investissements au niveau des communes. Et quand on fait le point actuellement, en tout cas, nous pensons que beaucoup de choses, comme il a dit, beaucoup de choses ont pu être réalisées. Cependant, des efforts restent à faire parce que effectivement, il n'y a pas d'investissement sans contribution des collectivités territoriales. Alors, les recettes propres des collectivités territoriales, c'est parti pratiquement de zéro et on essaie d'évoluer au fur et à mesure. Comme vous avez dit, nous allons avoir l'occasion de revenir là-dessus. Mais comme il faut une contribution aussi physique et financière des collectivités, il a fallu du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Mais à l'heure actuelle, on voit que quand même le développement local est une réalité au Burkina Faso. D'accord. Alors le thème de ce soir, il faut dire que c'est un thème qui est quand même intéressant, mais malheureusement, ça fait partie des transferts, les 11 transferts de compétences, mais malheureusement, ce transfert n'est pas encore effectif. Alors, moi, je vais revenir avec vous, directeur général de collectivité territoriale, en attendant de passer la parole au maître d'ouvrage délégué qui est avec nous. Maîtrise d'ouvrage local, transfert de compétences et des ressources, planification locale, renforcement des capacités et tutelle des collectivités territoriales. Ce transfert n'est pas effectif. Comment, si on peut s'exprimer ainsi, comment vous débrouillez avec les communes ou comment les communes se débrouillent avec l'État central aujourd'hui dans la réalisation des ouvrages? Merci. Je crois que ce ne serait pas juste de dire que le transfert n'est pas effectif, parce qu'avec le processus de décentralisation, le transfert de compétences est effectué en 3 phases. Une première... En attendant, c'est l'éducation, les acteurs sont satisfaits de l'éducation parce que là, ils disent que les ressources sont bien transférées, on remarque sur le terrain, c'est concret, c'est exact, mais les 4 qui ont été transférés de façon effective ne sont pas aussi réalisés, ne sont pas opérationnels, sauf l'éducation, alors qu'ici nous parlons des ouvrages. Oui, ils sont bien opérationnels, comme je le disais, c'était en 3 phases, parce qu'il faut comprendre le processus de décentralisation au Burkina Faso s'exécute dans le cadre de la progressivité. C'est-à-dire que l'État, en transférant, évalue et voit si la collectivité territoriale qui est en train d'exercer cette compétence est à même de continuer à l'exercer. Ensuite, elle peut ajouter d'autres compétences. C'est pour cela que je disais qu'il y avait 3 phases, jusqu'en 2008. Une première phase avec 3 domaines de compétences, comme vous l'avez cité, l'éducation, la santé, et culture, sport et loisirs. À partir de 2009, on s'est rendu compte qu'un problème, préoccupe les populations, c'est notamment les questions d'eau. D'où l'inscription de l'eau dans les domaines à transférer, ce qui fait 4. En plus, les 3 premiers domaines qui étaient transférés aux communes l'étaient aux communes urbaines. Et en 2009, on a élargi aux communes rurales. Et la 3e phase, à partir de 2014, où en juillet 2014, 21 décrets ont été pris pour transférer régulièrement les 11 domaines aux communes et les 10 domaines également aux régions. Donc le principe fondamental qu'on doit retenir, c'est que la décentralisation se mène dans un cadre progressif. Oui, mais en attendant que vous transférez les ouvrages, les infrastructures aux collectivités territoriales, moi je veux savoir comment vous faites les passations peut-être de marché, comment on arrive à réaliser les ouvrages, si on veut construire une école de forage ou encore des CSPS, comment ça se fait actuellement? Actuellement, par exemple, pour une école, l'État a la charge de définir la carte éducative et a l'obligation de transférer les moyens qu'il disposait pour construire ces écoles, les transfère dans les budgets des collectivités territoriales qui ont la charge de le réaliser en choisissant le site avec les techniciens qui sont au niveau local. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Jean-Yves Korsaga, vous qui êtes maître d'ouvrage délégué, oui, comment vous accompagnez la collectivité territoriale dans la réalisation des œuvres? Merci, M. Nagrengo. Il faut dire que les maîtres d'ouvrage délégués sont en fait une structure d'accompagnement technique des collectivités. Vous savez que les effectifs des communes n'ont pas de spécialistes sur les questions d'infrastructure. Ce qui donc amène certains partenaires financiers à recommander l'appui d'une structure technique aux côtés des collectivités pour donc les accompagner dans ce processus d'exécution des infrastructures.
vous avez raison, le processus, il suit plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape effectivement de la planification qui va définir les besoins que les populations ont exprimés dans le cadre du développement de la collectivité. Et par la suite, une fois que les infrastructures sont retenues et que des ressources financières sont mobilisées, je pense que M. le maire a parlé de la formule où c'est l'État qui affecte les ressources effectivement aux collectivités. Mais les communes bénéficient aussi de ressources venant donc, de partenaires au développement. Et là, les mécanismes peuvent être différents, et notamment justement l'accompagnement des maîtres d'ouvrage délégués qui va dérouler le projet avec les étapes d'évaluation technique des ouvrages, gestion des appels d'offres, choix des entreprises et exécution physique des travaux jusqu'à la remise des clés. Alors, M. Aruna Ouelugo, ancien maire de Tinkodogo, la maîtrise d'ouvrage local, est-ce que les maires ont saisi toute la portée de ce concept-là? Bon, il faut dire qu'au niveau des maires, nous avons saisi, mais il faut dire que nous avions plusieurs types de maîtrise d'ouvrage. Il y a la maîtrise d'ouvrage d'abord en fonds propres. Si la commune a des fonds propres, eh bien, elle peut décider avec son conseil municipal de programmer une infrastructure, que ce soit une école ou un CSPS, avec l'appui des partenaires déconcentrés de l'État. Tandis que le programme d'investissement dans les villages est fait en fonction des partenaires déconcentrés de l'État, qui sont nos partenaires techniques, qui nous accompagnent techniquement sur le terrain. Il y a aussi que nous avons effectivement les partenaires techniques et financiers qui souvent peuvent nous faire des transferts. Je prends l'exemple par exemple de PACT. PACT, qui est un programme du Premier ministère qui accompagne beaucoup les communes dans la direction de beaucoup d'infrastructures. Pour ma commune, nous avons en tout cas bénéficié d'une enveloppe de plus de 400 millions sur au moins 3 ans. Et le PACT va accompagner quand même notre commune à réaliser plein d'infrastructures. Donc tout ça, nous sommes les maîtres d'ouvrage de tout ce que nous allons réaliser sur le terrain. Si je vais dans le sens aussi de maîtrise d'ouvrage délégué, vous savez, à ce niveau, il faut dire que les communes rencontrent un certain nombre de problèmes. Vous savez qu'un maire qui est assis dans sa commune, le plus souvent, nous voyons des infrastructures qui sont réalisées à l'insu du maire. Parce que souvent, la maîtrise d'ouvrage déléguée gère le dossier, attribue les marchés, et souvent, le maire n'est pas informé. Vous allez voir une école qui pousse dans un village. Peut-être là, la programmation effectivement avec la structure déconcentrée de l'État. C'est l'entrepreneur qui vient vous informer que non, j'ai un marché pour construire une école dans tel village. Donc souvent, on se sent un peu frustré parce qu'on estime quand même que la politesse quand même veut qu'on passe quand même informer le maire. Ah, j'ai une infrastructure. Ou bien la structure supra, l'entrepreneur nous informe, dans votre commune, vous avez droit à une école dans tel village. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, si l'entrepreneur passe sur le terrain, il y a des problèmes, en ce moment on revient vers le maire. On dit, monsieur le maire, je suis parti, bon, il y a un problème pour même positionner l'école, pour positionner le CSPS, les villageois ne sont pas d'accord. Le chef du village, on fait comment? En ce moment, quand on revient vers le maire, toi tu es au courant de points de dossier, et on te présente comment tu vas gérer. On est obligé de s'impliquer parce que c'est une infrastructure sociale pour les populations. Mais du reste, on n'est pas content, parce qu'on estime quand même que la politesse veut qu'on quand même nous informe quand même le propriétaire de la cour. D'accord. Alors, M. Idrissa Savadogo, ça repose le problème du transfert des compétences. Si les compétences sont effectivement transférées aux communes, qu'est-ce qui explique que des infrastructures soient réalisées à l'insu des maires? Merci, madame. Ce que vient de relever le maire est juste, mais ça fait partie des insuffisances du processus de décentralisation que le ministère en charge de la décentralisation s'emploie à corriger, puisque nous sommes en apprentissage. Et ce n'est pas aisé pour tous les départements ministériels. Mais il est non, mais on a toujours besoin de certains déréglages. Je crois que c'est tout cela qui fait l'explication que le maire a donnée. Sinon, nous sommes au courant de ces problèmes. Et dès que nous sommes informés, nous n'hésitons pas, en tout cas notre département n'hésite pas à attirer l'attention de ceux qui font de telles résistances à la décentralisation.
Alors, dites-nous qu'est-ce que le Code général des collectivités territoriales dit à propos de la maîtrise d'ouvrage locale? Ok, merci madame. Pour la maîtrise d'ouvrage local, en ce qui concerne le Code général des collectivités territoriales, c'est le chapitre 1 du titre 1 du livre 2, notamment l'article 79 de ce code qui indique que les collectivités territoriales concourent avec l'État à l'administration du territoire, à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, culturel du territoire, ainsi que la préservation des ressources naturelles. Et pour ce faire, 11 domaines de compétences ont été définis, dont 11 pour les communes et 10 pour les régions. Étant entendu que la décentralisation au Burkina Faso reconnaît 2 types de collectivités territoriales, la région et la commune. Alors, Jean-Hubert Korsaga, monsieur le maire a dit tout de suite que souvent le maître d'ouvrage délégué vient et dit que bon, on a une école à construire dans ce village sans que le maire ne soit informé. Alors, c'est le partenaire technique financier, la faute revient au partenaire technique financier, ou c'est à l'État, ou c'est vous, le maître d'ouvrage délégué? En fait, il faut reconnaître effectivement que ces incidents ont eu lieu, mais souvent du fait que l'entreprise qui a en charge l'exécution des travaux, je veux dire, ne s'adresse pas au maître d'ouvrage public qu'est donc le maire. Le contrat que l'entreprise signe, elle le signe avec un maître d'ouvrage délégué, et peut-être par abus, elle pense que le donneur d'ordre, c'est le maître d'ouvrage délégué. Mais il y a un bénéficiaire donc, institutionnel qui est derrière cet ouvrage, et c'est des situations que nous avons pu rattraper. Du reste, actuellement, ce sont des incidents qui sont très mineurs, parce qu'avant même d'installer l'entreprise, il y a des réunions techniques qui se font afin qu'on puisse leur expliquer quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de l'ouvrage et quelle est leur responsabilité. Elles sont obligées donc de se présenter à la commune, de décliner effectivement le contrat qui leur a confié, et l'installation se fait en présence donc du maire ou d'un représentant de la commune. Je pense que ces incidents sont de plus en plus minimisés, comme l'a dit M. Savadogo du Maté. Est-ce que le PNGT2, qui est un partenaire également technique, est-ce que vous rencontrez des difficultés pareilles dans la construction, l'exécution des travaux? Non, et Comment vous procédez? Nous permettons aux communes d'assurer la maîtrise d'ouvrage totale. Et avant de répondre à votre question, je voulais réagir par rapport à ce que le directeur général a dit. Et on peut aussi ajouter les articles 145-224 qui disent que les collectivités territoriales assurent l'orientation des grandes orientations du développement local. Elles élaborent, exécutent et contrôlent les plans de développement au niveau des régions ou des communes. De ce fait, le PNJT2 transfère les ressources au niveau des collectivités pour les permettre donc d'assurer la maîtrise d'ouvrage totale. Ce sont les collectivités qui vont d'abord exprimer les besoins des populations tirés du plan de développement, qui vont planifier, qui vont recruter le prestataire, qui vont suivre l'exécution et qui vont payer. Donc c'est vraiment une maîtrise d'ouvrage totale. Et il y a des possibilités, nous voyons sur le terrain d'autres partenaires avec lesquels nous avons de très bons rapports, qui passent par une maîtrise d'ouvrage déléguée pour pouvoir réaliser certaines infrastructures. Mais ce n'est pas le cas du PNJT. Alors, Idrissa Savadogo, directeur général des collectivités territoriales, maîtrise d'ouvrage public et puis maîtrise d'ouvrage privé, est-ce que ça ne fait pas doublon? Merci, ça ne fait pas doublon parce que maîtrise d'ouvrage public implique une autorité contractante qui est l'État ou ses démembrements, alors que la maîtrise d'ouvrage privé, c'est ce que vous et moi nous faisons. Mais on a vu des gens qui n'ont pas hésité à taxer, accuser par exemple l'État dans la réalisation des sièges des mairies que nous voyons un peu partout au Burkina Faso. On a parlé en moyenne de 36 millions à 38 millions l'exécution. On dit que ça n'a pas été de façon transparente. Les maîtrises d'ouvrage publics ont caché certaines choses en griffe. Et puis bon, ces sièges de mairies aujourd'hui ne répondent pas aux normes. Ce ne sont pas des mairies qui sont véritablement opérationnelles. Comment vous expliquez cela? L'explication, c'est d'abord une prise de conscience au niveau de tout le processus de passation des marchés, mais également au moment de l'exécution, du suivi et du contrôle.
Il y a également une nécessité de prise de conscience au moment de la réception des ouvrages. Le bénéficiaire est membre, la structure bénéficiaire est membre de la commission de réception. Donc normalement, si l'ouvrage qui a été commandé ne répond pas aux normes, on ne devrait pas le recevoir. Donc il faut que sur toute la chaîne, il y ait une prise de conscience. S'il n'y a pas cette prise de conscience, c'est que certains passent entre les mailles, ben on atteint le résultat que vous aviez décrit tout à l'heure. Alors, Monsieur Aruna Ouelogo, cette prise de conscience, est-ce que les maires connaissent bien les procédures de passation des marchés, les différentes étapes de réalisation des infrastructures au niveau de la commune? Oui, il faut dire quand même que nous le maîtrisons, mais pas toutes les communes. Bon, nous insistons un peu sur le niveau de certains maires qui ont besoin d'être appuyés par des personnes ressources. Mais certaines communes, quand même, ont les capacités nécessaires de gérer tout le processus du début à la fin. En ce qui concerne la préparation des DAO, le lancement de l'appel d'offres jusqu'au choix de l'entreprise et du bureau de contrôle. Tout ça, c'est fait par la mairie qui suit l'ouvrage jusqu'à la fin. Et nous disons aussi que sur ce point, et comme l'a dit le DG, il faut beaucoup de conscientisation, que les gens soient beaucoup conscientisés. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voile la face, beaucoup travaillent pour leurs intérêts. Les gens, aujourd'hui, quand on les envoie, ce qu'ils pensent dans leur tête, c'est comment faire pour pouvoir, en tout cas, gagner quelque chose sur tel marché, tel marché, tel marché. Et nous disons que, en tout cas, c'est un phénomène qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Et nous, en tout cas, au niveau de notre commune, nous mettons tout en œuvre pour combattre ce phénomène parce que nous estimons que l'infrastructure qu'on va réaliser, il ne faut pas qu'elle parte au premier vent. Parce que nous avons vu des infrastructures qui ont été réalisées, réceptionnées, un an après, tout est parti. Et ça, et souvent on n'arrive même pas à sanctionner ceux qui ont pu soit réceptionner ou réaliser cet ouvrage. Et c'est pas intéressant. Je pense que la conscience doit venir d'abord, nous les bénéficiaires, pour nos populations. Si une infrastructure, une école est réalisée et qu'elle a une durée de vie de 50 ans, au moins on peut la rentabiliser. Mais souvent, on voit des infrastructures qui sont réalisées cette copine, ça fait pitié. Justement, il y a un ancien maire qui disait qu'avant c'est la toiture qui va avec le premier vent, maintenant c'est tout le bâtiment. Alors, vous pensez que la faute à quel niveau? C'est au niveau de passation de marché? Est-ce que c'est aussi facile? On ne donne pas suffisamment d'argent pour réaliser l'œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, à ce niveau-là, je crois que c'est au niveau de chaque commune. En tout cas, en tant que maître d'ouvrage de l'œuvre pour réaliser l'infrastructure, il faut mettre tout en œuvre et puis même, sinon même conscientiser le personnel de la mairie. Que ce soit le DAF, le SG, la personne chargée des marchés, que tout le monde soit conscientisé pour que les gens comprennent que une infrastructure qu'on va réaliser autour de 20, 24, 25 millions pour une école, il faut que l'entrepreneur qui va réaliser l'ouvrage là puisse être suivi de bout en bout, que nous puissions réaliser en tout cas un bon ouvrage. En tout cas, moi, ma position, j'ai été tout clair au niveau de ma commune. Il est hors de question de réaliser une infrastructure qui va partir au plein. L'entrepreneur qui fait ça n'aura plus de marché dans ma commune. Et je l'ai toujours dit. Je chante à tout le monde. Nous estimons qu'il faut réaliser des infrastructures qui vont durer, si nous avons fréquenté des écoles qui vivent encore. D'accord. Monsieur Jean-Urbain Korsaga, vous êtes en charge donc de la réalisation des infrastructures dans les communes. Qu'est-ce qui explique cette qualité qui laisse à désirer au niveau de la construction de certaines infrastructures? En tout cas, merci pour cette question importante parce que la question de la qualité des infrastructures reste posée et est une énigme que l'ensemble des acteurs cherchent à résoudre. En fait, il y a plusieurs responsabilités qu'on peut donc définir dans ce type de situation. En grande partie, nous pensons que le choix de foi de l'entreprise peut être un risque majeur, d'autant plus que les PME souvent ne maîtrisent pas le calcul de leurs coûts donc, pour les appels d'offres. Et lorsque le marché est attribué à un coût qui est sous-estimé, malheureusement, donc à l'exécution, l'entreprise va chercher à tricher. Et si les regards des contrôleurs ne sont pas des regards, j'allais dire, donc de rigueur pour empêcher effectivement donc, ces pratiques-là, nous allons aboutir à des infrastructures qui sont malheureusement exécutées avec une qualité douteuse.
Il y a aussi le dispositif même de suivi-contrôle au niveau de l'entreprise. Malheureusement, nous constatons effectivement que des fois, certains marchés de travaux sont passés et le suivi n'est pas fait avec la rigueur qu'il faut. Vous savez qu'une infrastructure, il faut l'exécuter en suivant un certain nombre d'étapes et il y a des normes qui permettent effectivement de définir le standard de qualité qui est requis, auquel l'entreprise est contrainte donc à l'exécution. Si le contrôle n'est pas rigoureux et que ces étapes-là réceptionnées au fur et à mesure, nous aboutissons effectivement à ce problème. Du reste, je pense aussi que le maire a situé deux fois la responsabilité au niveau de certains acteurs et il y a aussi un besoin de formation qu'il faut noter parce que tout le monde n'est pas un spécialiste de la question des infrastructures. Ils peuvent avoir un regard, mais le regard n'est pas critique, à même de dire attention, ce qui est fait n'est pas tolérable, il faut arrêter. Et il y a aussi la question des sanctions. Donc aujourd'hui, dans l'acte de bâtir, il y a plusieurs acteurs qui concourent à l'exécution de l'ouvrage et nous pouvons situer les responsabilités lorsqu'il y a défaillance et il faut que le texte s'applique parce que le texte existe. Les marchés doivent être résiliés quand l'entreprise n'obtempère pas aux standards de qualité. Quand le contrôle est défaillant, il faut aussi sanctionner. Monsieur Savadogo, qui doit sanctionner, qui doit contrôler la réalisation des ouvrages? Okay, merci madame pour cette question. La réglementation des marchés publics prévoit des sanctions à plusieurs niveaux et l'État a mis en place une autorité chargée de la régulation de la commande publique auprès de laquelle autorité toute personne qui se sentirait lésée peut bien saisir. Mais également, cette autorité a la possibilité, après constat, de pouvoir demander une sanction, en tout cas orienter l'autorité dans la sanction. Je prends le cas d'un secrétaire général de mairie, puisque généralement ce sont les secrétaires généraux de mairie qui sont les présidents des commissions d'attribution des marchés, qu'ils soient coupables de certaines malversations ou dans le choix des prestataires ou des entrepreneurs. L'information portée à sa hiérarchie, nécessairement une sanction va tomber et comme la plupart de ce personnel dépend du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, c'est sûr que la personne passera devant le conseil de discipline, étant un agent public de l'État, et les sanctions vont suivre. Alors, est-ce que, M. Boli, vous qui financez également, vous êtes déjà tombé sur des chantiers pareils, où vous avez réalisé, puis une année ou 2 ans plus tard, le chantier n'est pas encore, on ne peut pas l'utiliser. Ce chantier est parti peut-être avec le premier vent. Bon, comme a dit mon voisin, la question des réalisations, surtout des marchés, c'est un problème au niveau national. Mais moi, j'allais faire la part des choses. Vous avez la forme administrative, c'est-à-dire le montage des dossiers d'appel d'offres jusqu'au recrutement du prestataire. Souvent, ce n'est pas là le problème. Vous savez que nos prestataires, si c'est le dossier, ils sont enclins à vous présenter un dossier avec tous les documents administratifs, toutes les attestations possibles pour être qualifiés. La réglementation des marchés publics dit que c'est l'offre jugée économiquement la plus avantageuse, pour ne pas dire l'offre la moins chère, la moins disante. Alors, l'entreprise attributaire, il passe à l'exécution, ça pose un problème. Parce qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage, qui est de la responsabilité de la collectivité devait pouvoir avoir les moyens de suivre elle-même la réalisation sur le terrain. Nonobstant le recrutement d'un contrôle technique qui est sur place, qui suit, la collectivité devait s'organiser pour suivre les travaux. C'est qu'est-ce qu'on a constaté? Vous voyez, on parle d'une commune, une commune rurale, il y a des réalisations qui se font à 35 km, souvent 20 km du chef-lieu de la commune. Bon, vous avez 2 pauvres bonhommes dans la commune, le comptable, le SG, qui sont sur plusieurs fronts. Parce que la maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas seulement les réalisations. Il y a des services qu'il faut donner aux populations. Il y a l'organisation même de la collectivité administrative au niveau de la collectivité. Il y a les missions qu'il faut effectuer au nord de la collectivité. Ces 2 bonhommes et le maire qui est au four et au moulin, vraiment, il n'y a pas suffisamment
personnels pour faire un suivi aussi rapproché. Bon, par exemple, dans notre cas, nous avons prévu 2% de l'enveloppe que nous mettons à la disposition de la collectivité pour s'organiser, pour aller sur le terrain pendant la réalisation, pour suivre est-ce que les choses se déroulent conformément à ce qui est prévu. Néanmoins, il y a toujours des failles. Parce que si vous avez un entrepreneur qui est de mauvaise foi, le problème, vous constatez des retards, dès que vous faites une mise en demeure, la procédure, notre réglementation du marché public est très complexe et compliquée. Les procédures sont tellement longues que souvent les gens ne sont pas prompts à réagir pour arrêter ce qui se passe, parce qu'il faut encore peut-être 1 à 2 ans pour réaliser l'infrastructure qui était prévue pour 3 mois. Donc nous avons constaté ces défaillances, mais je peux dire que de plus en plus les collectivités font des efforts énormes, parce que le personnel fait défaut. Bon, mais l'un dans l'autre, les réalisations en tout cas se passent globalement, c'est de manière satisfaisante, ce que nous pouvons dire. Alors donc vous voulez dire que dans cette passation de marché également, il faut éviter de parler de moins 10 ans, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Il faut éviter de donner le marché à celui-là qui fait l'offre qui est moins chère. Non, la réglementation dit l'offre jugée économiquement la plus avantageuse. Ça veut dire que parmi ceux qui sont techniquement bons, c'est celui qui a l'offre la moins disante. C'est ce que ça veut dire en termes voilà, terre à terre. Alors que c'est l'une des erreurs, c'est ça, n'est-ce pas? Donc il faudrait une réforme pour ça. Peut-être qu'on va arriver... Monsieur Sabadogo, oui, pour répondre à la question, parce qu'il arrive que des prestataires, pour soumissionner à une offre, par exemple, si on prend le cas de l'éducation, pour soumissionner par exemple à une offre de fourniture scolaire, on va venir présenter des échantillons qui sont vraiment acceptables, qui sont de bonne qualité. Maintenant, quand il s'agit, après d'avoir donc acquis le marché, quand il s'agit de venir livrer les fournitures, on se rend compte que ce sont des fournitures voilà, de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces situations-là? Ok, merci madame pour cette question qui renvoie à la réponse que je donnais tout à l'heure concernant la prise de conscience à tous les niveaux. Au moment de l'examen des offres, on s'est rendu compte que ce sont des échantillons de très bonne qualité et le choix a été porté sur ce fournisseur. Au moment de la réception, ce ne sont pas les mêmes acteurs, certes, mais l'échantillon est toujours disponible auprès du service bénéficiaire, qui participe également à la réception de ces fournitures. Il leur est donné la possibilité de refuser de réceptionner ce matériel. Donc on peut comparer et puis si ce n'est pas conforme... Nécessairement. Voilà. Puisque c'est le maître d'ouvrage, la personne, l'autorité contractante n'est pas satisfaite de sa commande, mais va renvoyer à celui qui a donné ces fournitures de mauvaise qualité. Mais qu'est-ce que ça implique? Oui. D'ailleurs, parce qu'il disait que la procédure pour reprendre... Ça va rallonger la procédure, oui. Parce que si c'est pour la rentrée et qu'on doit faire l'appel d'offres, il faut mettre peut-être 1 mois ou 2 mois pour soumissionner et puis donner le marché. Et puis maintenant, on va recevoir les documents après. On sera à la fin de l'année, n'est-ce pas? Oui, on sera à la fin de l'année. C'est peut-être ce facteur temps qui peut être un des motifs pour que la commission de réception, face à la pression, soit conduite à accepter la mauvaise qualité, alors qu'à mon sens, on devrait être à même de refuser ces fournitures, quitte à employer une procédure accélérée pour avoir ces fournitures de bonne qualité pour nos enfants. Oui, pour donc pouvoir avoir des fournitures de bonne qualité, il faut savoir anticiper. Il y a les plans communaux de développement. Est-ce que dans les prévisions des communes, je parle à M. Ouelogo, est-ce que dans les prévisions des communes, vous anticipez sur les besoins de la municipalité en termes d'infrastructures, de fournitures et autres? Bon, il faut dire qu'à ce niveau-là, bon, nous avions quand même un partenariat, ou moins une collaboration avec le MENA, avec la direction régionale de l'enseignement sur place. Parce qu'il est arrivé effectivement que des marchés ont été bloqués parce qu'effectivement la fourniture n'était pas conforme. Nous avons rejeté simplement, on a dit au monsieur, ce n'est pas possible, on ne peut pas exceptionner ça. Mais le temps court. Pendant ce temps, l'inspecteur réclame les cahiers pour les enfants. En tout cas, nous arrivons à pallier ça parce que nous faisons souvent des prêts. Avec la direction régionale sur place, ils ont souvent des stocks que la commune
peut aller emprunter, ils distribuent et nous reconstituons leur stock par la suite. Bien sûr, par la procédure d'appel d'offres accélérée, nous allons pouvoir résoudre un temps. Mais ce n'est pas toutes les communes qui ont cette chance. Nous sommes une commune urbaine, nous avons cette possibilité. Et puis ça aussi avec les relations personnelles du maire avec le directeur local sur place. Si vous n'êtes pas en bon terme, en tout cas, on a dit souvent, nous avons toujours pu résoudre la question parce qu'on a eu en tout cas à refuser des fournitures et on a pu résoudre ça comme ça. C'est pas la suite qu'on commande et qu'on remplace. Alors, Monsieur Ousmane Boli, vous qui êtes du PNGT 2, vous participez donc au financement des infrastructures dans les communes. Pourquoi ne pas anticiper sur les besoins de la commune? Non, pour nous, comme j'ai dit, la maîtrise d'ouvrage est entièrement exercée par la collectivité. Chaque année, l'outil opérationnel dans les collectivités, ce sont les plans annuels d'investissement. Je crois que dans la procédure, au mois d'octobre déjà, toutes les collectivités de l'année N-1 ont déjà leurs prévisions de l'année N qu'ils soumettent à l'autorité pour toute la procédure d'approbation, etc. Bon, ce que nous avons constaté, et après l'adoption du budget de la collectivité par la commission technique régionale, il se passe souvent un temps relativement long pour qu'on passe à l'adoption des plans de passation des marchés. Vous savez, même si vous avez des DAO prêts au mois de novembre, décembre, et que les plans de passation des marchés des collectivités ne sont pas validés, approuvés, vous ne pouvez pas lancer le marché. Qu'est-ce que vous appelez DAO? Les dossiers d'appel d'offres. Après l'élaboration et l'adoption du budget des collectivités, qui se fait généralement en fin d'année, nous signons une convention de cofinancement avec les collectivités. Donc les collectivités savent déjà, avec le PNGT, j'ai 3 salles de classe, les collectivités sont au courant. Malheureusement, on anticipe également dans les dossiers d'appel d'offres. Mais ces collectivités ne peuvent pas passer les marchés parce que les plans de passation des marchés ne sont pas encore adoptés. Et ça aussi, il faut attendre souvent. Je prends le cas de l'année exceptionnelle, 2015. Bon, c'est au mois de mars que ça a été adopté. Cette année, c'est pratiquement au mois de mars également que ça a été adopté. Et donc, c'est à l'issue de ça que les collectivités ont maintenant, on peut dire 9 mois, pour passer les marchés. Et la procédure, il n'y a pas très longtemps avec la Banque mondiale, rien que la semaine dernière, nous avons fait les différentes étapes. On s'est retrouvé avec 32 étapes pour la procédure. Le temps de monter le dossier, de passer le marché, vous avez 32 étapes. C'est lourd. Et vous voyez une commune qui se trouve à Falangoutou, qui doit, pour passer ces marchés, doit publier son avis dans le journal des marchés. Il doit publier ça à Ouaga. On envoie à Ouaga, on publie. Le temps de publication, toutes les communes envoient à Ouaga. Ça met un temps. Souvent, on se rend compte que le temps de publication, c'est 3 semaines à pratiquement souvent 2 mois. On vous publie, vous passez le marché, vous envoyez les résultats, il vous faut encore 1 mois pour qu'on publie les résultats. Vous voyez, l'année est presque finie. Maintenant, vous passez à l'étape de réalisation. Si dans le laps de temps qui vous reste, l'entrepreneur est défaillant, vous ne pouvez que lui faire des yeux doux, essayer d'arranger les choses pour pouvoir finir l'année et avoir de nouvelles dotations pour l'année suivante. Voilà les difficultés qui se posent au niveau du terrain. Est-ce que M. Idrissa Savadougou, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, des réformes notamment à la matière? C'est clair que la procédure, elle est lourde, donc ça ne facilite pas les choses. Qu'est-ce qui est prévu pour ces collectivités, on va dire, ce mandat de 2016-2020, et puis on apprend également qu'il y a des nouveaux référentiels en cours. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Okay, merci pour cette question. Concernant les procédures, à plusieurs reprises, ces procédures ont été analysées. À plusieurs reprises, les maires ont interpellé l'État central sur ces questions. Il fut même un moment où la revendication était une procédure de passation de marché propre aux collectivités territoriales. Et ces réflexions se sont poursuivies, surtout que nous sommes également dans un contexte sous-régional dont la législation aussi s'applique à notre niveau. Donc, avec, comme vous l'avez dit, les nouveaux référentiels que l'État envisage de mettre en place, toutes ces réformes liées soit aux passations de marché, à la maîtrise d'ouvrage local, à l'exercice des compétences, à la gestion des ressources humaines, toutes ces questions
à notre sens, trouveraient leur solution. Et les discussions sont déjà très avancées, puisque cela se fait avec plusieurs acteurs concernés par la question. C'est le même constat également que vous faites, maître d'ouvrage délégué. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? Vous aussi, vous avez des soucis avec, je ne sais pas moi, les appels d'offres, la durée? C'est vrai qu'au niveau des maîtres d'ouvrage délégués, il y a donc un manuel de procédure qui a été rédigé et qui a été donc validé par le ministère des Finances. L'idée étant qu'au niveau des maîtres d'ouvrage délégués, les procédures doivent être simplifiées parce que nous avons affaire à des PME et le processus de passation des marchés doit être allégé. Ça fait que, tel que l'a évoqué M. Boli, je ne sais pas combien d'étapes, ne sont pas 32 étapes. Non. Voilà. Donc, au niveau des maîtres d'ouvrage délégués, on peut passer des contrats au bout d'un processus qui peut durer 2 mois. Donc, il y a effectivement que les DAO sont apprêtés à l'avance quand même parce qu'un maître d'ouvrage délégué répond à des qualités en termes techniques, en termes juridiques et en termes financiers. Donc, nous arrivons à simplifier les DAO et les commissions étant en interne aussi, le processus peut être accéléré. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner les communes en attendant que tout ce processus soit débloqué? Est-ce que les maîtres d'œuvre délégués sont prêts à accompagner les Disons que c'est une alternative possible, mais il ne faut pas que ce soit l'exclusivité parce que les collectivités doivent assurer elles-mêmes à terme la maîtrise d'ouvrage. Donc, mais en attendant, compte tenu de l'insuffisance ou de la faible qualification des ressources humaines, les maîtres d'ouvrage délégués sont une alternative donc, pour pouvoir conduire les projets avec l'efficacité qui est requise. Alors, M. Ouelogo, il semble que vous avez souvent aussi des difficultés avec le trésor. Ah, ça, tout ce qui est financier est compliqué. Parce qu'à ce niveau, effectivement, toute la procédure, la dépense publique, concernant la gestion des mairies, effectivement, passe d'abord par le contrôleur financier. Et il n'y a pas cette commune-là qui n'a pas une difficulté avec le contrôleur financier. Parce qu'effectivement, vous allez peut-être élaborer une dépense, le contrôleur financier va prendre le dossier, bon, pour une virgule, il vous renvoie le dossier. Pour une virgule mal placée. Pour un mot mal placé, il y a le fond. Mais même souvent dans la forme, on vous renvoie le dossier, il faut reprendre. Bon, il y a beaucoup de tensions. Et même au niveau de la MBF, il y a eu des moments où nous avions, en tout cas, eu des réunions avec notre ministère de tutelle. On les a demandé de laisser les maires assumer. Laissez-nous assumer. Si c'est des fautes, nous sommes prêts à aller en prison. Au moment qu'on nous laisse assumer, parce qu'en fait, c'est programmé dans le budget. Vous avez une dépense qui est programmée dans le budget, c'est clair. Vous élaborez la dépense, mais pour la réaliser, c'est trop compliqué. Donc il y a un zone de blocus. Tant que ça ne passe pas au contrôle financier, le Trésor ne peut pas débloquer les sous. Ce n'est pas possible. Donc ça fait que, le plus souvent, bon, le maire m'est obligé souvent d'être comme un coursier. Parce que si tu envoies un dossier au contrôle financier, si tu envoies tes agents, ça ne marche pas. Il faut que toi, tu te déportes là-bas, aller rencontrer le contrôleur financier, lui expliquer quoi. Il dit, bon, je vais voir. Et puis ensuite, il va viser ton dossier. Je vais revenir maintenant avant de partir. En tout, au niveau du trésor, tant que le document est visé pour la dépense, à ce niveau, il y a moins de problèmes. Mais en tout cas, le goulot d'étanglement, là, c'est le contrôle financier. Monsieur Savadogo, Voilà. est-ce qu'il y a des outils ou des supports qui vont permettre de faciliter donc la maîtrise d'ouvrage par les collectivités territoriales? Merci, madame. À ce niveau, il faut dire que le ministère, avec ses partenaires techniques et financiers, a déjà élaboré un guide pour la maîtrise d'ouvrage public qui a déjà été utilisé. Et pour les conseillers qui seront issus des prochaines élections, ils pourront toujours l'utiliser. Il y a également l'exercice des compétences transférées. Un guide a été élaboré à ce sujet également pour indiquer à chaque acteur, et notamment au maire ou au président du conseil régional, quel est son rôle dans chaque domaine transféré, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire.
et les services techniques déconcentrés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ainsi que les responsabilités de l'État. Donc, je puis dire que les outils sont déjà disponibles pour l'utilisation des acteurs qui viennent. On a aussi parlé du manque de ressources humaines compétentes. Donc, pour assurer tout ce processus-là, toutes les communes ne disposent pas de personnes à même de gérer le processus de passation de marché et de réalisation d'infrastructures. Comment est-ce qu'on peut soutenir les collectivités là, pour la formation, par exemple, des agents ou bien le recrutement du personnel? Okay, merci, madame. Pour ce volet, il faut effectivement reconnaître que nos communes sont démunies en personnel. C'est le maire, c'est avec le secrétaire général de mairie, l'agent comptable. Bon, les plus chanceux ont un agent chargé de l'état civil. Mais il faut dire que l'État a un devoir d'assistance aux collectivités territoriales et cela est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Il est également stipulé que les collectivités sont placées sous tutelle de l'État. Est-ce que ça ne pose pas de problème dans l'autonomisation même de ces communes-là? Le fait qu'elles soient placées sous tutelle. Oui, on peut comprendre la tutelle comme quelqu'un qui n'est pas majeur. Si on le comprend de cette façon, ça pourrait être un peu péjoratif. Mais tutelle pour nous, c'est pour pouvoir orienter, puisque ce sont de nouveaux acteurs. C'est l'État qui a assuré ses compétences depuis fort longtemps, l'État central, qui décide de donner ses compétences à des entités appelées collectivités territoriales. Encore faut-il que cet État, qui a en charge le bien-être des populations, puisse toujours être à côté pour pouvoir orienter et pour que les collectivités territoriales puissent au mieux exercer ces compétences. Donc il ne faut pas voir la tutelle comme quelque chose de péjoratif, mais quelque chose pour orienter, pour conseiller, pour l'appui-conseil des collectivités territoriales. Mais ça fait 10 ans déjà. Plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans. Oui, la communalisation intégrale, ça fait 10 ans. Pourquoi jusqu'à présent, on a toujours des difficultés pour transférer les compétences? C'est d'abord, ces problèmes sont à plusieurs niveaux. Ça se trouve d'abord au niveau des populations elles-mêmes, qu'elles puissent s'approprier la décentralisation, mais c'est également au niveau des élus, qu'ils puissent connaître leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais c'est aussi au niveau de l'État de pouvoir mettre à la disposition de tous ces acteurs les textes en matière de décentralisation. Comme le maire le disait tout à l'heure en parlant du contrôleur financier, c'est tout le processus de la dépense publique qui obéit à ce contrôle. Et c'est un contrôle pour voir si cette dépense est éligible. Et je me dis que ça permet au maire de pouvoir éviter certains écueils. Nous voyons le contrôleur financier comme un conseiller technique financier du maire qui l'oriente, qui l'aide dans l'élaboration de son budget et dans l'exécution de son budget. Et tout ça rentre dans le cadre de l'assistance de l'État aux collectivités territoriales. Certainement que quand notre processus de décentralisation va continuer à s'approfondir, qu'on pourrait s'affranchir de tout ce qui pourrait entraver, comme entre guillemets, cette autonomie reconnue par le Code général des collectivités territoriales. Monsieur Ouelegho, quels sont les domaines dans lesquels la commune arrive réellement à exercer la maîtrise d'ouvrage? Bon, au niveau des communes, généralement quand même dans la construction des infrastructures, on arrive quand même à gérer la maîtrise d'ouvrage. Comme vous l'avez dit, on l'a souligné avant, il y a aussi la commande pour les fournitures scolaires. On arrive quand même à réaliser ça vraiment sans beaucoup de difficultés. Mais il semble que dans le CSPS, il y a toujours des problèmes parce que la somme allouée par an ne fait qu'acheter des bouteilles de gaz et puis juste quelques petites factures, la réfection des bâtiments. Dans le fond, on ne peut pas travailler avec ces sommes-là. Alors, est-ce que c'est à revoir comment vous allez gérer ce problème-là?
Parce qu'on se dit quand même que ce sont des besoins qui sont tout de suite très nécessaires et qu'on ne devrait pas quand même passer des années à attendre à transférer effectivement cette compétence-là aux collectivités territoriales. Ok, merci. Pour répondre à cette question, il faut se dire que, comme je le disais tout à l'heure, la compétence était exercée par l'État avec des moyens disponibles. Dès que ces compétences ont été transférées au niveau des collectivités territoriales, ce sont les mêmes moyens que l'État met à la disposition des collectivités territoriales pour exercer. Ce qui veut dire qu'il suffit de faire une comparaison au moment où l'État exerçait effectivement cette compétence de façon directe. Comment est-ce qu'il n'y avait pas déjà ces insuffisances? Ce qui ramène à la richesse même du pays. C'est-à-dire que l'État transfère ses ressources, les ressources dont elle dispose. Elle ne peut pas transférer au-delà. C'est vrai que la norme, la norme c'est autour de 10 et nous sommes en train de tendre vers cela. Mais c'est par rapport à la richesse, on ne peut donner que ce que l'on a. D'accord. Alors, M. Bouli, vous avez parlé tout à l'heure des procédures qui sont lourdes. Vous êtes un partenaire technique et financier. Vous également, vous n'êtes pas exempté parce que souvent, on dit que des partenaires techniques et financiers aussi ont des démarches très difficiles à respecter. Bon, c'est possible. Mais en ce qui nous concerne, je pense qu'il est beaucoup plus question des procédures de passation des marchés. Parce que l'argent est disponible. Comme M. le maire témoin, l'argent est disponible. Ah, l'argent est disponible. L'argent est disponible. À votre niveau ou au niveau de l'État? Non, on parle des partenaires techniques et financiers. D'accord. Généralement, il ne se pose pas de problème de paiement après réalisation. Mais c'est le temps, puisque au niveau des collectivités, c'est le même principe de la dépense publique, c'est payer après service fait. Donc, vous terminez vos travaux, vous allez être payé. Bon, le maire a parlé tantôt du contrôleur financier. C'est vrai que souvent, il y a des questions de personnes. Mais comme a dit le DG, le contrôleur financier est là pour vérifier la régularité, la légalité et la moralité de la dépense. Si c'est inscrit, s'il n'y a pas de problème, il met son visa. Et ça va. Il est en amont comme il est à l'aval, au moment de l'engagement, au moment de la liquidation. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il se trouve que sur le terrain, il y a souvent des problèmes qui font que la commune n'est pas au chef-lieu, la commune qui n'est pas dans le chef-lieu de la province. Le contrôleur financier est au chef de la province. Bon, le comptable est à 50 km, souvent 100 km. Il se déplace avec son dossier. Il vient, il remet au contrôle. Il repart dans sa collectivité pour aller travailler. Il y a une virgule, il y a un problème de communication. On connaît des zones où le contrôleur n'a pas suffisamment de moyens. Il faut aussi reconnaître que on a vu des contrôleurs financiers qui sont souvent seuls ou avec un agent. Ils ne sont pas là avec 6 communes à couvrir, 7 communes à couvrir. Le bonhomme est en mission à Ouaga. Le bonhomme est en formation. Le bonhomme participe aux réceptions des travaux. Bon, une commune vient déposer son dossier, il repart. Il y a une erreur. Il ne peut pas envoyer directement. Il faut vérifier. Et souvent, il n'y a même pas des réseaux ou des unités même pour appeler la collectivité pour dire voilà, il y a telle chose. Donc, le comptable qui repart, le maire va lui demander, le maire aussi n'est pas sur place. Il est à Ouaga à ses fonctions. Il repart pour faire les mandats pour ses travailleurs. Il demande, mais tel dossier, bon, il faut aller voir. Il y a déjà 1 mois de passé. Il va trouver que c'est une virgule. C'est tous ces petits problèmes qui font que les collectivités ont d'énormes difficultés à consommer ce que les partenaires techniques et financiers mettent à leur disposition. Un dossier qu'on doit traiter en 24 heures, on le traite en 1 mois, 2 mois. Donc moi je pense que le véritable problème, c'est à ce niveau, la coordination entre le maire, son receveur municipal, son contrôleur financier et les procédures de passation des marchés. D'accord, donc on comprend qu'il arrive des moments, les fonds sont là, même au trésor, les fonds sont là pour la mairie, mais la procédure fait qu'il y a des difficultés pour pouvoir entrer en possession de ces fonds. Et il y a également le problème des ressources humaines qui est là également, et qui en tout cas l'État devrait revoir, c'est ça. Donc, M. Idrissa Savadogo, je pense que c'est bien entendu, ça va faire partie également des premières préoccupations à prendre en compte pour 2016-2020, n'est-ce pas? Oui, merci. Ces préoccupations sont déjà inscrites dans l'état des lieux de la décentralisation. Ce sont des problèmes connus et
recommandations qui ont été faites tendent donc au renforcement des capacités des collectivités territoriales, notamment en personnel, pour pouvoir prendre en charge tout le processus, mais également dans la mise en œuvre des passations des marchés, quels sont les boulots d'étranglement, les parties qu'il faut réduire afin que la dépense publique au niveau des collectivités territoriales puisse être assez fluide. D'accord, merci à vous donc, Monsieur Idrissa Savadogo. Pour conclure cette émission, nous allons faire un tour de table donc pour que chaque partenaire, chaque acteur donc puisse exprimer sa vision des réformes qu'il y a à effectuer donc pour faciliter la maîtrise d'ouvrage local par les collectivités territoriales. Je commence par Monsieur Aruna Ouelogo, ancien maire de Tinkodougou. Bon, en tout cas, nous, au niveau des collectivités locales, en ce qui concerne les réformes, nous pouvons dire que pour permettre en tout cas une localité de pouvoir réaliser, assurer en tout cas la maîtrise d'ouvrage dans son ensemble, bon, c'est comme l'a souligné M. Boli, il faut qu'on arrive à diminuer la procédure en ce qui concerne les marchés publics. Tant qu'on ne va pas réussir à diminuer ça, je crois que le développement au niveau local peut encore être un peu lourd. En tout cas, nous insistons beaucoup sur ce volet parce que en tant que maître d'ouvrage, tu as des fonds, tu dois pouvoir. Souvent, les bailleurs de fonds donnent souvent avec un délai, on n'arrive pas à consommer les fonds. Et ça, c'est vraiment regrettable. Jean-Urbain Korsaga, qui est maître d'ouvrage délégué. Alors, votre mot, votre souhait pour les réformes à venir? Alors déjà merci de nous avoir invités à cette émission. Peut-être que les MOD qui ne sont pas des acteurs, j'allais dire directs, donc dans l'exécution de ces projets, mais qui accompagnent les collectivités, la proposition que nous allons faire, c'est que la notion peut-être d'assistance à la maîtrise d'ouvrage puisse être prise en compte dans les réformes à venir. Parce qu'il faut garder les prérogatives de maître d'ouvrage à la commune. Il y va effectivement donc de sa croissance et aussi du développement des ressources humaines que la commune est obligée effectivement donc de réaliser. L'assistance étant une procédure beaucoup plus allégée, mais qui permet d'avoir un regard technique que nous faisons dans le processus et de pouvoir garantir un certain nombre donc d'efficacité dans l'exécution des ouvrages. Ousmane Bouli, représentant du programme national de gestion du terroir PNGT2. Merci bien. Moi, j'ai une recommandation à faire à monsieur le DG. C'est surtout le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Vous avez vu 2006-2012, les gens ont mis 3 ans, 4 ans avant de se rendre compte même des missions, même des simples missions d'un conseiller municipal. Donc il faudra beaucoup mettre l'accent à ce niveau. S'il devrait y avoir des réformes aussi, je l'ai dit tantôt, c'est du côté de la réglementation des marchés publics. Vraiment, il faut trouver en tout cas une réglementation qui sied par rapport aux collectivités territoriales au niveau du Burkina. Merci. Alors, monsieur le directeur général des collectivités territoriales, vous pouvez nous rassurer que le message est bien passé? Oui, le message est bien passé. Je pourrais rassurer M. Boli que le ministère en charge de la décentralisation est en train d'élaborer un module à l'attention des nouveaux élus pour qu'ils puissent connaître leur rôle dès qu'ils vont entrer en fonction. Ce que je pourrais dire pour terminer, c'est inviter les conseillers municipaux à utiliser les outils que l'État central met à leur disposition, notamment le guide simplifié pour la maîtrise d'ouvrage local, mais également le guide d'exercice des compétences transférées. En les utilisant, je crois que ça pourra aider à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de façon pleine et entière, comme le veut le Code général des collectivités territoriales. Merci à vous, Monsieur Idrissa Savadogo. On espère donc que les maires qui seront élus donc à l'issue des élections à venir vont donc prendre en compte ces remarques-là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission, les municipalités en question, émission qui vous a été proposée par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la RTB et le ministère en charge de la décentralisation. Pour ce numéro, donc, nous avons parlé de la maîtrise d'ouvrage local, les compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales. Et pour animer cette émission, j'avais à mes côtés Albert Nagrengo. Et voilà donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.